d'abord, bonsoir à toutes et à tous, que la paix soit sur vous. Non, je suis plus à l'aise comme ça. À moins qu'on me demande de le mettre sur ma tête, mais je vais le tenir comme ça. Juste pour dire que j'ai investi dans ce micro parce que les conférences précédentes, le conférencier partait comme ça et ça plombait le je suis un habitué. Je connais bien le micro. Voilà, je suis très très heureux d'être ici parmi vous, dans cette belle ville d'Annecy. Je remercie notre ami Daniel d'avoir pris la peine de nous inviter. Il m'a fait part de son projet. Parce que je ne suis pas tout le temps en France, je voyage beaucoup, mais quand on fait des invitations, j'aime savoir pourquoi. Est-ce que vous proposez que je vienne? Quel est le projet? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que j'ai tendance à maintenant sélectionner les conférences auxquelles j'assiste et je participe. Parce que j'estime que quand on a un projet de vie comme le mien, quand on veut contribuer de façon positive et qualitative à la société, on se doit de savoir quand est-ce qu'il faut parler, qu'est-ce que l'on doit dire et pourquoi est-ce qu'on doit le dire. Et donc, notre ami Daniel m'a fait part de son projet et j'ai trouvé touchant. J'ai trouvé notre ami Daniel extrêmement touchant. Je sentais dans sa voix l'enthousiasme et en même temps l'envie de faire beaucoup, de faire bien, de faire mieux, de faire plus. Et surtout de la part d'un homme, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, qui considère qu'il a encore, que nous avons beaucoup à donner à notre pays, la France. Et à partir d'un tel discours, même s'il m'avait demandé de venir, je ne sais pas où, je serais venu. Donc voilà pourquoi est-ce que nous avons décidé de participer à ce projet plus global, qui est un projet au fait, comment dire, de contribution positive de la communauté musulmane à la communauté nationale de façon générale, et plus particulièrement à la communauté d'Annecy. J'ai bien résumé le propos? C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. Mais nous sommes aussi dans un contexte. Nous sommes aussi dans une situation particulière en France. Et être un intellectuel qui parle des oiseaux qui chantent ou qui parle de comment faire la prière si on doit le tenir sur son nombril ou au niveau de sa poitrine, je pense que c'est une utilité, entre guillemets, dont nous n'avons pas besoin. Nous avons besoin à un moment donné de nous rassembler collectivement pour réfléchir sur comment contribuer chacun et chacune et comment contribuer collectivement au bien-être général, à l'intérêt général. Et donc ne pas aussi avoir peur d'aborder des questions qui fâchent. Et ne pas laisser ces questions qui fâchent, entre guillemets, entre les mains de personnes qui, peut-être, vont traiter ces questions-là d'une manière maladroite, peut-être malsaine, et malheureusement souvent mal intentionnée. L'islamophobie, pourquoi? Et quelle réponse donner? Celui qui parle à partir d'un projet qui est le sien, je le dis sans embâche directement. Ceux qui suivent mes vidéos savent le franc-parler qui est le mien et le fait que je ne passe pas par 4 chemins pour dire ce que je pense. Je suis issu d'une longue histoire civilisationnelle partagée par 3 grandes traditions culturelles et religieuses et philosophiques. Française, j'ai grandi ici, j'ai étudié ici et j'ai appris et compris les principes de la modernité tels qu'elles se sont exprimées dans l'histoire particulière de la France. Et je pense que
nous participons, nous faisons partie de ceux qui croient aux valeurs et aux principes, je dirais principes, d'égalité, de liberté, d'égalité, de fraternité. Ça nous parle. Je suis issu aussi d'une tradition africaine, afro-musulmane, africaine, qui ne renie en aucun cas ses racines profondes et qui a appris, en tout cas de la part de ses parents, de ses ancêtres, depuis l'empire du Ghana, en passant par l'empire du Mali, en passant par l'empire Songhai, en passant par la tradition familiale, les histoires qui nous ont été racontées, on nous a appris la dignité. On nous a appris la charte de l'empire du Mandé, qui est la première charte, historiquement parlant, de déclaration des droits de l'homme, où cette charte de l'empire du Mandé indiquait l'égalité entre les hommes et les femmes, indiquait l'égalité entre tous les êtres humains et l'impossibilité pour un être humain d'être exploité par un autre. Je suis aussi héritier de cette culture. Et enfin, je suis héritier d'un message universel cosmique, dont le nom n'est pas celui de son fondateur. Notre religion n'est pas la religion mohamédienne. Nous ne sommes pas des mahométans. C'est bizarre. Toutes les religions ont le nom de leur fondateur. Nous n'avons pas comme nom, pour désigner notre enseignement, le nom du fondateur. On a un nom générique, général, islam, un concept qui signifie la paix, qui signifie l'abandon de soi à Dieu qui nous donne la paix. Et la vision que j'ai de cette religion est qu'elle accompagne ou elle est une réponse aux besoins d'une spiritualité, d'une civilisation cosmique. Une civilisation qui accepte toute la diversité humaine. Une civilisation qui accepte la diversité religieuse, culturelle. Une civilisation qui part du principe que tous les êtres humains participent d'une seule et même famille qui s'appelle la famille humaine. Une civilisation qui dit que, à partir de cet enseignement cosmique, que l'univers entier est un champ de transcendance, de célébration, d'adoration, la beauté de l'univers, son harmonie, son mouvement, son éloquence, son élégance, sa précision, tout cela est l'expression d'une adoration, est l'expression d'une harmonie dans laquelle nous participons et dans laquelle nous entrons et vis-à-vis de laquelle nous devons d'être respectueux. C'est la conception que j'ai de l'islam, qui n'est pas une religion particulière pour une communauté particulière dans une région particulière pour une secte particulière. Et vous comprenez donc que ce type de discours détonne un peu et peut, à un moment donné, aller à l'encontre d'un certain nombre d'interprétations. Et donc, je pars du principe que si il y a une vision cosmique, c'est qu'il y a forcément des principes partagés. Et moi, ces principes-là, je les retrouve dans mon africanité, je les retrouve dans mon islamité, je les retrouve dans ma francité, dans ma modernité. Et qu'il n'y a que les schizophrènes et ceux qui ont un projet de guerre civile qui voudraient mettre, à un moment donné, en conflit, ces trois héritages qui ne sont que l'expression de principes qui nous dépassent. Et l'universalité, c'est la capacité à retrouver les mêmes principes au-delà des incarnations particulières et communautaires. Et donc c'est le fond de l'affaire qui est le nôtre. Comment à un moment donné ne pas confondre les principes universels avec leur incarnation historique. Et le fait de croire qu'on est les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ou l'incarnation absolue du bien, et que tous les autres sont voués à l'enfer, ou à la désintégration, ou à être exploités et colonisés, parce que c'est la même logique. Voyez-vous ? Et donc, il est clair que, à partir d'une telle vision, je suis contre l'idée des classes de civilisation. Je trouve que c'est une idée stupide. Elle n'est pas humaine. Les êtres humains ont toujours communiqué.
il est clair qu'à partir d'une telle vision, je suis contre le fait d'arrêter, d'ériger des frontières et d'empêcher les êtres humains de se déplacer sur Terre. Parce que la Terre a été établie pour les êtres vivants. Tous les êtres vivants. Et il n'y a aucune raison d'être un obstacle dans l'évolution des êtres vivants. Il est clair qu'à partir d'une telle vision, je ne pense pas qu'il faille ériger les religions en une idéologie identitaire qui va à l'encontre des principes même de cette religion. Moi, je souhaite que les chrétiens soient encore plus chrétiens. Parce que si on est chrétien, on accueille l'orphelin, on accueille l'immigré, on accueille le plus pauvre, on est solidaire comme Jésus qui proclamait l'amour. Et moi, je voudrais que les juifs soient encore plus juifs encore. Parce que je sais que Moïse était pour la libération de tous les peuples et qu'il était pour la justice. Et que les 10 commandements, ce sont 10 commandements qui peuvent, à un moment donné, et c'est pour ça que cela a été repris par, en tout cas, l'islam et les religions, ou la religion, Jésus et par Mohammed après, ce sont 10 commandements qui sont valables partout. Donc si un juif me dit qu'il veut être juif, je lui dis, mais c'est bien. Je veux que l'humanisme soit encore plus humaniste. Je n'ai pas de problème avec ça. Parce que qui dit humanisme dit respect de la dignité humaine. Et reconnaissance de cette dignité dans chaque être humain. Je veux que les écologistes soient encore plus écologistes. Pas l'écologie de la catastrophe, mais l'écologie qui comprend que l'univers entier est un don, un cadeau qu'il faut préserver. Ce sont des principes qui parlent à tout le monde. Normalement. Sauf si on veut les utiliser comme un moyen pour dominer. On parle d'amour, mais pour mieux dominer. On parle de liberté, mais pour mieux dominer. Du coup, on travestit les valeurs et les principes. On chante les droits de l'homme, mais pour mieux les bafouer après. Et toute la problématique de l'islamophobie se trouve ici. À partir de telles valeurs, je pense que nous pouvons et devons partager le fait que la vie a un sens, que le monde est sacré, que l'être humain est digne, que les êtres humains sont là pour partager et s'entreconnaître, qu'il n'y a pas de supériorité de la part des uns sur les autres, si ce n'est par l'utilité et la moralité qu'ils donnent. Je suis en train de paraphraser le Coran, mais je suis aussi en train de paraphraser, dans cette dernière phrase, en fait, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Quand vous prenez le temps de le lire, c'est mot pour mot ce qu'ils disent. Et tout le problème que nous avons aujourd'hui, c'est notre incapacité à être à la hauteur de ces valeurs que nous proclamons, et notre incapacité, à un moment donné, à essayer de les réaliser de façon égalitaire et sincère. Parce que nous avons les moyens aujourd'hui de le faire. Seulement, nous sommes embrigadés dans des pièges idéologiques et spirituels, ou je ne dirais pas spirituels, des pièges idéologiques qui détruisent notre spiritualité, qui essaient de réduire l'être humain à son animalité, qui essayent de réduire les relations à des rapports de concurrence et de rivalité. Ce sont ces pièges-là qui brouillent nos relations et qui nous font ériger les uns contre les autres comme ennemis au profit de quelques-uns qui veulent s'enrichir et s'en mettre dans les poches. Qu'est-ce que l'islamophobie? C'est un type de racisme. Et normalement, s'il n'y avait pas eu une instrumentalisation de la lutte contre le racisme, il n'y aurait pas de lutte particulière pour un racisme particulier. Mais parce que la lutte contre le racisme universel n'a pas su répondre à toutes les formes de racisme et a établi des hiérarchies qui a forcé les uns et les autres dans leur particularité à se défendre contre le racisme particulier qui le concerne. La lutte contre la négrophobie, la lutte contre la judéophobie, la lutte contre l'islamophobie.
toutes ces luttes particulières contre des racismes particuliers sont aussi en réalité, on peut le dire, une défaite de la lutte réelle contre toutes les formes de racisme. Moi, je ne suis pas anti-raciste, je suis pour la dignité. Et c'est pour ça que je suis contre le racisme. Et je ne suis pas dans une lutte d'un racisme particulier, tout en étant raciste dans d'autres domaines. Il y a des gens, je suis contre le racisme dont les Noirs font l'objet. Par contre, ça ne me gêne pas d'être raciste par rapport à d'autres catégories. Je suis pour la dignité des hommes et des jeunes hommes qu'on maltraite, mais par contre, maltraiter les femmes, c'est pas grave. C'est pas, justement, universel. Et je tenais à le dire. Si on est antiraciste, et je vais m'arrêter ici pour qu'on puisse faire la pause pour la prière, ensuite on reprendra. Si on est anti-raciste, c'est qu'on est pour la dignité des êtres humains, de tous les êtres humains. Quelle que soit leur catégorie, quel que soit leur mode de vie, même quand on n'est pas d'accord avec leur mode de vie, ce sont des êtres humains. Voilà pourquoi est-ce que quand on lutte contre les formes de violence ou toutes les formes de discrimination vis-à-vis d'un être humain, il ne s'agit pas de s'intéresser à son mode de vie, à ses croyances. Dès lors qu'on commence à essayer de discriminer, de voir exactement c'est quoi sa pensée et qu'est-ce qu'il a fait, et voir si oui ou non il mérite la discrimination qu'il est en train de subir, on est en dehors justement de ces principes universels. On n'est pas universel et on n'est pas dans la défense des principes. Un principe est universel ou ça ne l'est pas. Ou c'est pas un principe. Mais parlons plus particulièrement de l'islamophobie. Je vous en donne la définition. Ensuite, nous parlerons de son historicité, de sa raison d'être politique, sociale, géopolitique, la manière dont, en tout cas, j'essaye de l'identifier sur le plan philosophique et conceptuel, et enfin sur des pistes de réflexion pour dépasser la situation. Je définis le mot, ensuite nous allons prier, et je reprends le plan tel que je l'ai indiqué, en essayant au maximum d'aller à l'essentiel pour que nous puissions ensuite avoir un dialogue et une discussion ensemble. Est-ce que ça vous va? C'est bon? Très bien. Moi j'aime bien quand on me répond oui. Quand ils ne te répondent pas, c'est qu'ils sont en train de dormir. Ça veut dire qu'il faut que je lance des punchlines. Et non, un intellectuel ne fait pas de punchline. En tout cas, sauf quand il le faut. Bref, revenons à notre propos. Qu'est-ce que l'islamophobie? L'islamophobie, c'est un racisme dirigé envers des individus musulmans ou considérés comme tels et qui s'exprime par une hostilité envers eux, une série d'actions de discrimination et de violence symbolique ou de violence physique en raison de leur foi ou en raison de ce que l'on pense être leur foi. Première définition. Deuxième définition, c'est aussi une action et une volonté sur le plan collectif d'empêcher la visibilité dans l'espace public, collective ou individuelle, de l'expression musulmane, citoyenne, en les empêchant de s'organiser, en les empêchant de s'exprimer avec leur particularité musulmane, et en les empêchant d'agir en tant que tels, en tant que citoyens, dans la société française. Telles sont les deux définitions que je donne de l'islamophobie et qui sont inspirées de diverses études et de diverses propositions au niveau international, au niveau national à travers diverses associations et au niveau universitaire à travers diverses recherches académiques. Oui.
Donc, voilà la définition que je donne, que je vous propose de l'islamophobie. Et en fait, il est bien important de comprendre parce qu'il y a des polémiques sur la question est-ce qu'on peut utiliser ou pas l'islamophobie. Il y a qu'en France qu'on a ce genre de débat. Mais on doit se mettre d'accord sur le fond. Alors, sachant que des associations ont été dissoutes parce que, justement, elles ont utilisé le terme islamophobie d'État. Donc, il y a quand même une ambiance particulière. Moi, je ne suis pas d'accord avec le terme islamophobie d'État, je dirais pourquoi. Mais le simple fait qu'on est passé de la polémique ou des discussions et de la remise en cause du terme lui-même, islamophobie, au passage juridique où il y a une sanction. Le débat est clos. Quiconque dit aujourd'hui islamophobie d'État en tant qu'association peut se voir être dissous. Et au-delà de ça, ça dit quelque chose de particulier de ce que notre pays est en train de devenir. Les valeurs libérales, les principes de liberté de conscience, de liberté d'expression qui étaient les nôtres jusqu'à présent, sont en train d'être bafoués officiellement, tout en gardant l'apparence des termes. Nous sommes dans cette étape-là. Et ce qui est en danger, c'est pas juste l'islamité d'un tel et d'un tel, c'est pas ça qui est en danger. Ce qui est en danger, c'est la nature même des principes et des valeurs qui ont fondé ce pays, et que nous partageons. Revenons donc à la question islamophobie. La première des choses, sur le plan historique, la construction de l'idée d'un problème avec des gens en raison de leur appartenance à l'islam ne date pas d'aujourd'hui. Et il y a un lien intime entre la question de l'islamophobie et la question de l'antisémitisme à partir du XVe siècle, au moment de la Reconquista en Espagne. Reconquista, c'est le mouvement d'expulsion des Juifs et des chrétiens, des Juifs et des musulmans d'Espagne. La présence musulmane en Espagne a duré 800 ans. Et lorsque il y a cette reconquête de la part des chrétiens catholiques, il y a une politique d'expulsion des musulmans et des juifs qui vivaient ensemble et de conversion forcée de ces derniers au christianisme et une continuation de leur discrimination après qu'ils se soient convertis au christianisme en indiquant que bien qu'ils soient chrétiens, ils sont quand même juifs et musulmans parce qu'ils n'ont pas la pureté du sang chrétien et espagnol. Et il y a un lien aussi qui doit se faire avec cet événement-là, avec l'esclavage, qui immédiatement va s'exporter dans les Amériques. C'est dans cette même période que la découverte des Amériques vont se faire. Et il y a en même temps aussi une justification de la mise en esclavage des Africains et des Noirs dans cette même période avec la décision théologique du pape lorsque Portugais et Espagnols se disputent justement les territoires. Il y a une justification de l'esclavage qui va se faire des Noirs en indiquant qu'il s'agit de les sauver en les christianisant et en les soumettant à l'esclavage, de les sauver de la malédiction qui est la leur à travers celle de Cham, de Cam, l'un des fils de Noé, histoire que l'on retrouve dans la Genèse. Donc les trois sont liés. Islamophobie, antisémitisme ou judéophobie, et négrophobie et question d'esclavage. Même système. C'est un premier élément qu'il faut avoir en tête. Et donc c'est la première forme de discrimination posée par la modernité. Avant, on discriminait des gens, mais pas pour des raisons raciales. On discriminait parce qu'on l'a attrapé, il est devenu esclave. Il y avait des discriminations qui se faisaient de peuple à peuple, oui c'est vrai. Mais de façon pensée, systématique et systémique, cela commence avec la modernité, au début de la Renaissance,
avec ce qu'on appelle la reconquista. Et c'est exactement ce terme qu'utilise le parti d'Éric Zemmour quand il dit reconquête. C'est à ça qu'il fait référence. Sauf que lui, il oublie que la reconquista n'a pas concerné que les musulmans. Ils ont expulsé aussi les juifs. Donc ça dit quelque chose de l'opposition qu'on va essayer de faire entre islamophobie et antisémitisme. L'antisémitisme étant quelque chose de malveillant et qu'il faut bannir, à raison. Il faut bannir l'antisémitisme. Mais en se disant, par contre, l'islamophobie, c'est pas si grave que ça. Alors que les deux sont liés à la base. Et il en va de même de la négrophobie. C'est un premier point historique. Deuxième point historique, l'islamophobie se construit de la composition de deux formes de racisme. Le racisme colonial. Le racisme colonial fondé sur un système inégalitaire de mise en infériorité des colonisés vis-à-vis des colonisateurs. Et ce système-là s'est fondé sur l'idée que les hommes et les femmes à coloniser étaient au bord de l'humanité, étaient ensauvagés et qu'il fallait donc les civiliser. Mais en raison du fait qu'ils étaient incivilisables, il était nécessaire de continuer à les dominer et de ne pas les laisser accéder aux mêmes droits qui sont les nôtres à nous, éclairés colonisateurs. Voilà pourquoi est-ce que la colonisation n'a eu aucun effet positif chez nous. Ça, c'est une lubie de ceux qui n'ont pas suivi la colonisation. Il faut rappeler les côtés positifs, pour ceux qui ont de la mémoire à l'époque de Chirac, le côté positif de la colonisation. Aucun côté positif. Parce qu'il n'y avait pas de volonté, justement, de faire accéder au même niveau de droit ces gens qu'on était censés civiliser. Mais étant incivilisables, le processus ne peut continuer. C'est ce premier point. Le deuxième point de racisme qui va composer ce qu'on appelle l'islamophobie, c'est le racisme anti-immigré. L'immigration, le problème, entre guillemets, musulman, ne va pas naître en 1989 avec l'affaire des foulards. D'ailleurs, la première affaire des foulards ne date pas de 89, elle date de 1983, si mes souvenirs sont bons, en Algérie, quand on faisait des cérémonies de dévoilement des femmes. On y reviendra. Donc, la question immigrée, au moment de, en 1982, la gauche en 81 arrive au pouvoir, il y a des grèves qui ont lieu parce qu'il y a des licenciements. À l'époque, les licenciements ne peuvent pas avoir lieu sans autorisation de l'État. Le gouvernement est de gauche, en tout cas il est socialiste. Des grèves se font, et une composante importante de ceux qui font les grèves sont des immigrés, maghrébins pour la plupart. Et le gouvernement de l'époque, le gouvernement de Pierre Monroy, ayant adopté la rigueur, en tout cas commencé à aller dans le sens de la rigueur, c'est-à-dire le choix d'une politique néolibérale qui va à l'encontre des promesses électorales de base et abandonner donc les classes populaires, pour éviter la critique trop frontale, on va détourner l'attention en parlant du fait que ces manifestants, ces grévistes, en fait sont des infiltrés de l'Iran, ce sont des gens qui sont là pour casser le modèle français et qu'ils sont des espions issus de l'extérieur, chiites. Rappelez-vous, en 1979, il y a eu la révolution iranienne. C'est ainsi que commence la problématique, entre guillemets, du rejet de l'immigré dans les politiques publiques et au plus haut niveau de l'État, mais en lien avec la question sociale, en lien avec les effets socio-économiques des politiques néolibérales qui vont être choisies. Et donc il faut à un moment donné détourner l'attention d'une part, décrédibiliser la manifestation et la résistance d'autre part, et pour la décrédibiliser, quoi de mieux que de rappeler l'islamité, l'extériorité de ces populations-là, dans un contexte socio-économique où nous n'avons plus besoin des immigrés.
où les immigrés n'ont plus le rôle majeur économique qu'on leur prêtait dans les années 60 et dans les années 70, où il fallait reconstruire la France. L'islamophobie, c'est la combinaison de ces deux racismes. Le racisme anti-arabe, issu de l'époque coloniale, et le racisme anti-immigré, issu de cette histoire que je viens de vous raconter. Ce sont ces deux choses-là qui vont fonder ce qu'on appelle l'islamophobie. Et au fur et à mesure, on parlait des Arabes, on va parler des immigrés, et puis tout d'un coup, on va parler au fait du dénominateur commun. C'est les musulmans. Cela m'amène à mon troisième point. La question historique, j'ai plus ou moins indiqué. Mais la question sociale, économique, politique et géopolitique, c'est comment est-ce qu'on va ériger la question musulmane comme un moyen de mobilisation du reste de la société. Dans quel contexte? Nous sommes, encore une fois, au contexte des années 80. Et c'est encore une fois la gauche, bizarrement, ou pas bizarrement en fait, qui va introduire ces politiques-là islamophobes. La gauche socialiste n'a plus de projet économique et politique. Du côté des États-Unis, comme du côté de l'Angleterre, on connaît l'ère Reagan, on connaît l'ère de Margaret Thatcher un an avant, ils décident un tournant néolibéral qui va à l'encontre, en fait, de la vision socialiste proposée par le Parti socialiste français. Et c'est une vague mondiale qui va s'abattre sur l'ensemble des pays industrialisés, où il y a moins d'État, où l'État est utilisé comme un moyen pour défaire les protections sociales, où on mise sur la libéralisation et le marché, et donc l'enrichissement à outrance de ceux qui possèdent les capitaux. Nous sommes dans ce contexte-là. François Mitterrand et son gouvernement sont élus pour faire une politique contraire à ça. Le problème, c'est comment faire semblant de faire ce qu'on a promis tout en faisant le contraire. Il y a 3 pistes qui vont être utilisées. Le premier projet, puisqu'on ne peut pas réaliser le socialisme, le premier projet, ce serait le projet européen. L'Union européenne, c'est l'idéal. Voilà pourquoi est-ce qu'une grosse partie des membres du gouvernement, et Mitterrand lui-même, vont se lancer corps et âme dans la construction de l'Union européenne, comme étant le projet de substitution, avec les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Deuxième fuite en avant, c'est l'idée du républicanisme. C'est des gens comme Chevènement. Ils vont utiliser l'idée de républicanisme, non pas dans l'idée de nation partagée où la chose publique appartient à tout le monde, non, non. Républicanisme autoritaire, dans le sens où il s'agit de discipliner ces gens-là qui sont récalcitrants aux valeurs et aux principes qui sont les nôtres. Et donc, il y a une forme d'utilisation de la République comme une idéologie de remplacement, mais dirigée contre les anciens colonisés, les immigrés, et le fait de dire qu'au fond, ces gens-là n'ont pas accédé à nos principes universels. Troisième point, dans la continuité de ce républicanisme-là, il y a la question de l'idéologie de l'égalitarisme. Les SOS racisme, les touche pas à mon pote. Hein? Tu es le pote de quelqu'un qui doit parler à ta place et tu dois le protéger. Et qui doit te protéger. Toujours une forme d'infantilisation de l'autre. Mais on est gentil. On n'est pas dans la fuite en avant européiste, même si elle est là. On n'est pas dans la rigueur républicaniste, même si elle est là. On est dans l'idée qu'il faut être gentil avec ces gens-là. On n'est pas dans l'assimilation, on est dans l'intégration. On est dans le tam-tam, dans le couscous, jambon, voilà, mélangé. Et dans, il faut accepter ces gens-là. Mais ces gens-là, au nom desquels nous parlons. C'est nous qui parlons à leur place. Voilà pourquoi est-ce qu'à l'époque de ce qu'on appelle la marche pour l'égalité, on l'a ethnicisé. On a parlé de marche on a parlé non pas de marche pour l'égalité, mais marche des beurs. Ils ne sont jamais présentés comme des beurs. Tartine et ratatine. On a ethnicisé
leurs revendications universelles. Et ce processus continuera et continue jusqu'à présent. Quand des gens se lèvent, même de façon quelquefois violente, on l'a vu au mois de juin avec les révoltes, pour moi, ce sont des révoltes citoyennes. Elles ne sont pas différentes de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Pourtant, immédiatement, contrairement à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, on a tout de suite indiqué leur origine, leur religion, et le fait qu'ils n'ont pas compris la laïcité et tous les principes. Donc, républicanisme, avec la question de la laïcité que nous allons traiter, européisme et égalitarisme sont les trois idéologies de substitution par rapport à une élite politique qui n'a plus de projet à proposer. De l'autre côté, à droite, la même chose va être utilisée dans le sens où il nous faut aussi notre combat idéologique, sociétal, pour faire face au combat idéologique et à l'arme idéologique sociétale de la gauche. On va utiliser l'identité, la culture, la grandeur de la France. Mais face à un parti de droite qui lui aussi n'a plus les moyens, par rapport à l'ère néolibérale dans laquelle nous nous trouvons, d'assurer la souveraineté et l'indépendance de la France. L'islamophobie est l'expression d'un vide idéologique et d'un vide de projet de société de la part de la classe politique, administrative, intellectuelle et médiatique du pays. C'est cela que ça exprime d'abord. Et en manque de projet, eh bien, on se vautre sur le rejet. Et c'est à cela que va servir l'islamophobie. Parce qu'on se dit, mais quel est l'intérêt de la France, un pays comme la France quand même, qui a des intellectuels, qui a une histoire, qui a une vision? Normalement, quel est l'intérêt de la France de tout le temps s'exprimer sur la scène internationale, de se caractériser sur la scène internationale sur des questions liées à la façon de s'habiller des femmes? S'il n'y a pas d'intérêt économique, social et symbolique derrière, il ne le ferait pas. Quel est donc l'intérêt social, symbolique et économique derrière? Le premier point, autre point qu'il faut ajouter, c'est que les générations d'immigrés ont fait des enfants qui, eux, sont français et qui n'ont plus de complexe, qui font Sciences Po, qui font l'ENA, qui vont à l'université, qui s'enrichissent. Et contrairement à ce qu'on pense, cette excitation et cette fragilité de la classe dominante, elle est l'expression, en fait, non pas d'un problème musulman socio-économique parce qu'il ne contribue pas, non, parce qu'il y a la montée effective d'une classe, d'une élite musulmano-maghrébine africaine. Et il y a des places à prendre. Et concrètement, il y a des gens qui ne veulent pas qu'on prenne leur place. Donc il faut flétrir, il faut stigmatiser, il faut empêcher cette montée et le risque de perdre, pour nous et nos enfants, je parle à leur place, nos places de privilégiés. C'est un premier point. Le deuxième point, et c'est la raison pour laquelle on parle du côté de la droite d'insécurité identitaire et du côté de la gauche, avec le fondateur du printemps, ce qu'on appelle le printemps républicain, d'insécurité culturelle. De droite comme de gauche, il y a une alliance sur ces questions. Voilà pourquoi est-ce qu'à côté des politiques néolibérales discontinues qui n'ont jamais été remises en cause, une autre politique n'a jamais été remise en cause, c'est la politique dite laïciste qui invente des lois pour mieux discriminer une communauté particulière. C'est un des premiers intérêts. Deuxième intérêt, il est d'ordre économique et géopolitique. Et je reviendrai sur la question de la laïcité. Il est d'ordre économique et géopolitique où dans la guerre mondiale économique que les grandes puissances se livrent, il y a des ressources naturelles, des ressources minières et des ressources tout court à prendre et des marchés à conquérir face à des mastodontes qui utilisent leurs armes pour conquérir ces territoires-là. Or, il y a des guerres qui doivent se faire, il y a des influences qui doivent se faire, il y a des précarés à protéger, et
la plupart des pays qui n'ont pas les protections qui les rendent capables de résister face à la conquête et à l'appétit des grandes puissances sont pour la plupart des pays musulmans, africains et musulmans. C'est chez nous encore que des guerres peuvent se faire de la part de pays étrangers. Il n'y a plus de guerre de la part de pays étrangers en Asie. Aucun Américain, aucun Français n'ira au Vietnam, en Indochine, on sait ce qui leur est arrivé là-bas, pour faire la guerre. Il n'y a que chez nous qui font des guerres. En Libye, au Mali, un peu partout, au Rwanda. Mais ce sont des guerres économiques que se livrent les grandes puissances pour prendre pied. Or, il faut justifier la raison pour laquelle on doit continuer à les coloniser. Il y a une dame d'ailleurs sur CNews qui l'arrête. Il faut les recoloniser, ces gens-là. Après, Pascal Pro, non, vous exagérez un peu, mais bon. Mais c'est pensé. Et donc, flétrir l'islamophobie sert à un moment donné, flétrir la religion musulmane et les musulmans sert à un moment donné de justification des conquêtes que nous allons faire sur les territoires extérieurs. Donc il y a un besoin intérieur d'avoir un bouc émissaire autour duquel ou sur lequel réunir le reste de la population pour faire oublier le vide idéologique et le vide en termes de projets de société à proposer. Il y a un intérêt symbolique et social à empêcher l'émergence d'un certain nombre de nouveaux venus qui ont les compétences et qui se pensent français. Or, dans l'ère coloniale, il était impossible d'imaginer qu'un noir et un arabe puissent être nos égaux. Alors, on prend quelques-uns à droite à gauche qui parlent bien, qu'on a bien éduqués, histoire de dire qu'on a quand même réussi notre projet de civilisation. Mais dans les faits, il est impensable que ces gens-là deviennent nos égaux. Et il y a une grosse partie de l'élite française et de la population française qui refuse cela. C'est un fait. Et enfin, il y a les subsides à l'intérêt économique et géopolitique, je vous l'ai indiqué. C'est dans ce cadre-là qu'il faut comprendre la série d'attentes au principe de liberté de culte, de liberté de conscience et de liberté d'expression, qui sont des valeurs cardinales de la France. Et que l'on voit écrit textuellement, littéralement, dans ce qu'on appelle la loi de 1905, qu'ils appellent la loi de la laïcité. La loi de la laïcité, en fait, c'est eux qui l'appellent loi de laïcité, mais en fait, il faut l'appeler juste loi 1905. Le concept de laïcité sur le plan philosophique, moi, je le questionne. Il faut qu'on se pose à un moment donné, les mots qu'on utilise, ça veut dire quoi? Est-ce qu'un État a besoin d'être laïque pour assurer la liberté entre les gens? Et la liberté de conscience? Apparemment, non. Revenons. La loi de 1905, c'est une loi d'équilibre, de concordance au sein de la population française dans un conflit qui oppose les tenants de la République à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle face à une religion puissante, organisée à travers l'Église et qui refuse la légitimité, toute légitimité à la Nouvelle République. On est dans ce contexte. On sort de la guerre contre la Prusse, de la défaite de Napoléon III, et la République naît en France, mais de façon hasardeuse, c'était pas si clair que ça. Ils étaient minoritaires à l'Assemblée. Et ce sont des circonstances exceptionnelles qui ont permis à la Troisième République d'exister. Donc on est dans cette fragilité-là. Il propose une loi de séparation des églises et de l'État. L'Église n'a pas à se mêler des affaires de l'État. Et l'État ne se mêle pas des affaires de la religion des gens. Bon compromis. Et pour ça, et par cela, eh bien, il y a liberté de conscience. L'État n'a pas à intervenir sur les choix de conscience des uns et des autres. Et on ne laisse aucune force extérieure imposer un choix particulier aux gens. Les individus choisissent leur religion. Ou choisissent de ne pas avoir de religion. Deuxièmement, liberté de culte. Effectivement. Et liberté de culte publique. Oui, liberté de culte, mais dans ta chambre. Non. Une liberté de culte dans la chambre, c'est pas une liberté, il n'y a pas de discussion. Dans ma chambre, je fais ce que je veux. On parle pas de ça. On parle de liberté des gens de pouvoir prier dehors. À l'époque, l'État doit laisser les chrétiens aller à Lourdes, faire leur procession publique et exercer leur culte de façon libre. Et troisièmement, la liberté d'expression. On doit pouvoir exprimer son opinion sans être inquiété. Et l'État n'a pas à intervenir, sauf pour protéger l'ordre public. C'est un beau compromis. Ils ne l'ont pas appliqué en Algérie.
Ils ne l'ont pas appliqué pour les musulmans. Très bien. On comprend d'où ça vient maintenant ce qui se passe en ce moment. Mais nous ne sommes plus sous le régime de 1905, les amis. Il y a ce qu'on appelle une néo-laïcité, qui n'a rien à voir avec celle de 1905. Et dans les deux cas, on utilise le mot laïcité. Deux conceptions de la laïcité contradictoires utilisent le même terme. Ceux de la laïcité de 1905, qui est celle historique qui s'appliquait sur la France tout au long du XXe siècle. Et c'est la raison de la décision du Conseil d'État en 1989 sur l'affaire des voiles, en disant que le principe de neutralité ne s'appliquait pas aux usagers du service public, mais s'applique à l'État et à ses agents. Moi, j'ai été fonctionnaire. Je ne parlais pas religion dans mon lieu de travail. C'est normal. Je n'affichais pas ma religiosité dans mon lieu de travail en tant que fonctionnaire, parce que je représente le service public. Très bien. Mais je n'imposais pas à ceux qui venaient dans mon bureau de ne pas afficher leur religion. Ils ne sont pas concernés. On est passé de cette neutralité d'État à une neutralité qui s'impose à la société. On n'est plus dans la même nature. Et c'est la loi de 2004 d'interdiction des signes ou des habits ostentatoires dans l'école qui va ouvrir la boîte de Pandore. Sous prétexte qu'on ne veut pas de jeunes filles qui portent un foulard sur leur tête à l'école, on va changer la loi pour imposer, pour juridiquement imposer la neutralité, je dirais même la neutralisation dans l'espace public de toute expression visible des musulmans. Et ça, mes chers amis, c'est un précédent, mais qui a des conséquences que l'on voit jusqu'à présent. C'est la possibilité pour le pouvoir public et les pouvoirs publics d'intervenir dans ce qui concerne vos choix individuels. Nos choix individuels, nos libertés à nous. Citoyens, humains, partageant la même dignité. C'est ça le propos. Alors on peut ne pas être d'accord sur le voile de quelqu'un. En fait, la question n'est même pas là. C'est pour ça que pendant le débat sur la baya, quand je voyais des imams expliquer théologiquement pourquoi la baya n'est pas... C'est pas le débat en fait. La baya n'est pas théologique ou pas, c'est pas le propos. L'État n'a pas à intervenir ici. L'État n'a pas à dire ce qu'est un habit religieux. L'État n'a pas à contrôler le culte des gens. Or, ce que nous voyons, c'est une intervention de plus en plus intrusive de l'État dans le choix de culte, dans l'organisation du culte et dans les choix vestimentaires des gens. Ce qu'on n'accepterait pas pour les bouddhistes, ce qu'on n'accepterait pas pour les sikhs, ce qu'on n'accepterait pas pour les protestants, ce qu'on n'accepterait pas pour les catholiques, ce qu'on n'accepterait pas même pour des gens qui se baladent tout nus. C'est qu'on donne des quartiers à des gens pour qu'ils se baladent tout nus. Ils font ce qu'ils veulent. C'est pas mon délire. Mais voilà, j'accepte le fait qu'on est dans un état de droit qui donne à chacun, tant que cela respecte l'ordre public, la possibilité d'exprimer ses choix. Mais pourquoi on ne le fait pas pour les musulmans? C'est raciste. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est un dysfonctionnement. Il ne s'agit pas de réagir en tant que musulman, même si nous avons à réagir en tant que musulmans. Mais il faut réagir en tant que citoyen français, parce que ça va à l'encontre des principes universels. Et c'est la mise en danger de notre pays. Parce que demain, si c'est après les musulmans, c'est ça qui. Et l'erreur de la majorité de la société française, c'est de croire que ça n'est que particulier par rapport aux musulmans. Oh, c'est pas grave si c'est eux. Mais non, mon ami. Si nous croyons à la dignité des êtres humains, un être humain qui est touché dans sa dignité, c'est l'ensemble de l'humanité qui est touché dans sa dignité. Et c'est cette vision qu'il faut partager. Voilà le constat dans lequel nous nous trouvons. Il me faut aller vers des pistes de propositions pour que je m'arrête et qu'il y ait un débat.
même si le sujet est profond. Il y a donc une origine historique, un lien entre antisémitisme, islamophobie et négrophobie, une volonté d'opposer les différentes luttes antiracistes les unes contre les autres, une continuité de la vision coloniale contre l'arabité et l'islamité, une critique de l'immigration qui n'a plus, selon eux, d'intérêt socio-économique et qu'il faut donc, dans l'absence d'un projet de société économique qui puisse assurer la prospérité au pays, une mise à l'index de ces populations-là. Et il y a l'utilisation de la loi en vue de continuer cette domination, de justifier cette domination et de garder les privilèges d'un certain nombre de personnes. En tordant de fait les principes républicains qu'ils chantent à lu et à dire, et c'est parce que lorsqu'une chose n'est pas que l'on en parle plus. Moins il y a de république, et plus on crie république. Moins il y a de laïcité, et plus on crie laïcité. Quand une chose manque, on en crée le mot. Maintenant, face à cette situation-là, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de ne pas se recroqueviller dans nos particularismes musulmans, arabes, africains, tout en assumant ces particularismes-là. Il faut articuler. Je ne suis pas qu'africain, mais je suis africain. Je ne suis pas que musulman, mais je suis musulman. Et je suis citoyen, et ma citoyenneté française englobe, au niveau social et au niveau politique, l'ensemble des différentes identités qui me composent, qui sont des richesses. La domination, pour s'exercer, a besoin de dominer de l'intérieur de l'individu, en le déconstruisant intellectuellement, spirituellement. Il faut le déconstruire pour qu'il ne puisse plus résister. Pour qu'il soit à ma merci, pour qu'il pense comme moi. Il s'agit d'avoir donc cette conscience qu'il faut, résister sur le plan, de façon pacifique, sur le plan de l'éducation. Mettre en place ce qu'il faut en termes de transmission, de réveil des consciences et de capacité d'élévation et de contribution spirituelle et intellectuelle qui nous rendent contributeurs et non pas suiveurs. C'est un premier élément. Or, pour l'instant, nos luttes, entre guillemets, contre l'islamophobie, à mes yeux, ne construisent pas assez une proposition de l'homme qui dépasse la simple défense du musulman. À partir de quoi est-ce qu'on propose, à partir de quoi est-ce que nous luttons contre l'islamophobie? Pourquoi en fait on lutte contre l'islamophobie? Parce qu'on est musulman? Parce qu'on est touché? C'est ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez des gens qui luttent contre l'islamophobie ou contre l'anti-arabité, mais tout en étant racistes à côté, par rapport à d'autres qui ne ressemblent pas. Quelle est notre vision de l'homme et de la société à partir de laquelle nous proposons un nouveau projet de société et justement nous luttons contre les différentes formes de racisme? Mais à partir d'un projet, d'une vision. Aujourd'hui, nos luttes sont des luttes contre, pas des luttes pour. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ce sont des antiracistes. Mais ce ne sont pas des pro-dignité humaine. Je ne sais pas comment expliquer ça. Donc si le racisme n'existe plus, le gars n'existe plus, il n'a plus de rôle. Non. Et quand tu es antiraciste, c'est toujours le racisme qui détermine ta position. Et quand on est dans une vision, quand on est contre, c'est celui contre qui nous sommes qui a le dessus. C'est par rapport à lui qu'on se positionne. Est-ce que vous comprenez? C'est un premier point. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a pas de vision philosophique profonde. Nous sommes encore dans la réaction. Nous sommes dans un état de panique. Dans une volonté de soit de se cacher, ou soit de dire qu'on est des gentils. Ouais. À la Chalgoumi.
Il ne s'agit pas d'être gentil, en fait. C'est pas ça le propos. Il s'agit d'appliquer les règles et d'être conscient qu'on partage la même famille humaine et que cette famille humaine s'incarne de façon magnifique dans sa diversité en France. Et donc, il faut proposer un projet politique qui tienne compte et un projet philosophique et de société qui tienne compte de la réalité de la France, multiculturelle, premièrement. Deuxièmement, je ne suis pas encore dans le volet politique. Deuxièmement, la question économique, mes amis. La contribution culturelle, symbolique, et la contribution et l'indépendance financière et économique. Mes chers amis, comme je le dis souvent, si on t'a frappé, c'est parce qu'on sait qu'on peut le faire. C'est vrai dans les relations internationales, c'est vrai dans les groupes collectifs, c'est vrai pour un individu. Si on sait qu'on peut te frapper, que t'es faible, on va venir te frapper. Donc, les beaux discours, c'est beau. Mais s'il n'y a pas de réalité concrète qui permet de les incarner et de les défendre, ça ne sert à rien. Or, la question économique est primordiale. Pensez, quelle est la stratégie pour les gens issus des ex-colonies pour devenir indépendants financièrement et contribuer à avoir un poids économique? C'est nécessaire. Alors, ça ne se réalise pas dans 1 an, dans 2 ans. Il faut penser à un plan sur 25 ans. Et ça, c'est le rôle des élites. Voilà pourquoi je suis très critique envers les élites musulmanes ou les élites des quartiers populaires. Les imams sont, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour eux et l'amour que j'ai pour eux, ils ne sont pas à la hauteur. Et les responsables des associations musulmanes, encore moins. Parce qu'ils jouent le rôle, comment dire, Dieu, je suis gentil. Et t'es pas respecté. Et ce sont les élites, et il en va de même pour les élites des quartiers populaires, ceux qui sont dans les mouvements de lutte contre le racisme, ceux qui se mobilisent pour faire les marches et autres, ils n'ont pas de vision. Je parlais avec eux récemment, il y a 2 jours. Ils n'ont aucune vision, aucune proposition. Sur du projet de société, ils sont prêts, et ça fait 30 ans, 40 ans. Qu'est-ce que vous proposez? Pour tout le pays, pas que par rapport à vous. Comment dépasser la revendication vers la proposition? Et ça, il faut un poids économique clair. Et ça se pense. Où sont nos salons de l'entrepreneuriat? Alors appelez ça musulman ou pas, on sait qu'on est entre nous, mais on contribue. Quels sont nos investissements dans l'éducation, dans la technologie, dans les think tanks, dans la capacité de proposer des idées et nourrir le débat public? Quelle est notre capacité à créer des emplois, à faire en sorte que dans nos quartiers, on n'ait plus besoin de demander le RSA? Donc on est assez organisé pour nous entraîner et contribuer. La question économique et la question intellectuelle, c'est 2 points majeurs qui fait que si on les atteint, on est dominé et colonisé. Je fais que vous paraphraser un passage du Coran dans la sourate An-Nahl qui explique des abeilles, qui explique que l'esclave, c'est celui qui n'a pas les moyens, qui est possédé par celui qui a les moyens et qui ne contribue pas. Et c'est aussi celui qui est toujours dépendant intellectuellement de son maître, qui le dirige là où il veut, et ça ne lui apporte rien du tout, même si le maître a une bonne intention. La situation de dépendance, toute relation dominant-dominé, même dans la bonne intention du dominant, n'apporte rien de bon. Parce que la relation fausse tout. Et il dit que l'esclave, justement, c'est lui. Il ne pense pas par lui-même, il pense par autrui, il ne possède rien, il est possédé par autrui. Il ne contribue pas intellectuellement, il ne contribue pas économiquement. Où sont donc nos investissements dans la connaissance, dans l'éducation, dans la vraie éducation? Moi, je ne parle pas des écoles arabes, des madrasas, où on tape quand il a du mal à prononcer la belle façon de réciter. Je ne parle pas des récitations à tue-tête dans une langue qu'on ne comprend pas. Je parle d'attiser la curiosité, l'indépendance d'esprit, l'audace de la critique, de la découverte,
le lien avec la nature et sa beauté, le lien avec l'histoire, la découverte, le fait d'utiliser les avantages que nous avons en tant que Français dans l'éducation qu'il nous a donnée, de les utiliser comme des forces pour nous rendre encore plus indépendants et contributeurs. Ce sont ces deux points. Troisième point. En conséquence, la question et le poids politique arrivent. Mais en fait, le poids politique n'existe pas s'il n'y a pas de poids économique et s'il n'y a pas de poids intellectuel. Le poids politique n'est qu'une conséquence, pas un objectif en soi, même si ça peut devenir un objectif à atteindre. Mais c'est une conséquence. L'erreur, c'est de se précipiter dans la conquête du pouvoir. Et voilà, je vais être élu et comprendre tout, sans avoir une assise, un travail d'éducation populaire de longue haleine, d'émancipation économique. Mais la question politique arrive. Les musulmans sont nombreux. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, parce que je pense que c'est la qualité qui compte et pas la quantité. Mais sauver la France du projet de guerre civile que certains ont pour ce pays nécessite de notre part une mobilisation qui dépasse nos petites personnes et une mobilisation qui soit consciente de notre poids. Et donc, les amis, il faut utiliser les règles qui sont les nôtres. Dans ce pays, il faut voter. Voter non pas pour avoir une mosquée. Moi, je suis gêné de voir les musulmans et leurs responsables aiment mendier. La mendicité est un art que nos leaders religieux et associatifs maîtrisent à la perfection, et j'ai des images dans les yeux. J'ai dit dans les yeux, dans ma tête. Si j'étais témoin, mendier la mosquée. Vous n'avez pas honte? Ça doit être une fierté que de nous-mêmes construire la mosquée. Moi, si je vais voir le maire, c'est pas pour ma mosquée. Quelle éducation vous donnez? Quels sont les budgets que vous mettez pour aider les plus faibles? Quel projet économique est-ce qu'on met en place pour qu'il y ait moins de pauvreté, plus d'emplois? Est-ce que c'est cette contribution-là que nous avons? Donc, à un moment donné, il faut se mobiliser. 2, il faut se conscientiser politiquement, et après chacun fait ce qu'il veut. Mais chacun fait ce qu'il veut selon son goût, qu'il soit à droite ou à gauche, sauf à l'extrême droite, les amis. Les musulmans qui sont à l'extrême droite, non, pour moi, je sais pas. Je vais pas dire plus que ça. Les musulmans qui défendent Éric Zemmour, frère, t'as rien compris, quoi. Quand il va t'expulser, il va commencer par toi. Non, mais il y a trop d'immigrés ou ça, mais ton père, il était où, toi? T'es sérieux? Ton père était au foyer, c'est ton père dont il est en train de parler. Et toi, t'es tellement lobotomisé, t'as tellement aimé te faire fouetter, te faire dominer, que t'as le syndrome de Stockholm et que tu vas voter pour les gars d'extrême droite. Mais c'est vrai aussi pour une partie de la gauche et de la droite. Hein. Donc à un moment donné, il faut avoir une armature politique, intellectuelle solide. Ouais, avec des valeurs. Moi, je suis musulman, je ne peux pas voter pour un parti qui vote pour l'inégalité. Ça, c'est haram, l'inégalité. Le prophète disait, les êtres humains sont égaux comme un peigne, les dents d'un peigne. Pour ceux qui ont des cheveux, ils savent de quoi je parle. Les dents d'un peigne. Donc, tu ne peux pas voter pour un parti ou un programme qui veut discriminer les êtres humains, quand même. Et aller prier tranquillement. C'est contradictoire. Donc, le poids politique, mais fondé sur le poids économique et sur le poids de l'éducation. Je reviens sur la question de l'éducation, les amis. Des conseils d'orientation locale. Parce que l'école, c'est un piège. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un vrai piège. Moi, j'en connais plein des gens talentueux, on a dit, toi, t'aimes bien l'électricité, tu veux devenir ingénieur? Non, moi, je pense que deviens électricien. Il peut être ingénieur. Ma propre histoire parle de ça. Moi, j'ai fait de la peinture. J'en parlais avec ma soeur, on s'est bien rigolé. Je dis, mais t'imagines si je les avais écoutés? Je serais là en train de. J'aurais pas de conférence, j'aurais pas écrit un livre,
je ne serai pas au CNRS, je ne serai pas en train de voyager partout, je serai en train de me casser le dos en train de faire de la peinture. T'imagines la perte? Donc il faut des conseils locaux d'orientation. Former nos enfants à aller gagner les concours, faire l'ENA. Bon, il n'y a plus l'ENA. Moi, si j'étais président, je remettrais l'ENA quand même, avec plus de moins de discrimination et plus d'ouverture. Mais bon, bref, c'est un choix personnel. Mais ce que je veux dire par là, on doit penser à la future génération. Comment construire ce qu'il faut pour les 25 années à venir. Et ça commence par ces choses-là. Les entreprises, comment créer de l'emploi, comment mettre en commun nos relations, comment penser des nouveaux projets qui correspondent aux besoins écologiques, environnementaux, sociaux, économiques du pays, et penser la question de l'éducation. C'est cette base-là qui permet le poids politique. Quatrièmement, la question géopolitique. Nous devons être, à un moment donné, la voix de ceux qui s'unissent dans le monde. Moi, je n'oublie pas d'où je viens. On parlait tout à l'heure avec nos amis africains qui ont vécu 1000 souffrances pour venir en France. Mais moi, je n'oublie pas. Et être français, c'est pas oublier d'où on vient. C'est ajouter le d'où l'on vient à la richesse du pays. Et donc la France-Afrique, la situation, les positions injustes du pays, et qui font que le pays est la risée du monde aujourd'hui. C'est honteux. Quand vous allez en France, dans le monde entier, vous êtes français, vous baissez les yeux. Ils vous se posent. Les gens se moquent de nous. T'es français. Ah oui. C'est comment en France? On ne comprend pas. On est la risée du monde. Et moi, ça me fait mal pour mon pays. Voilà. Je ne suis pas d'accord avec ça. Et donc, les alliances avec d'autres personnes, déjà à l'intérieur, avant de parler aux géopolitiques, il faut que je m'arrête là, avant de parler aux politiques internationales, à l'intérieur, la France n'est pas entièrement islamophobe. Et c'est pour ça que je n'utilise pas le mot islamophobie d'État. Parce que l'État, c'est l'expression de plusieurs administrations. Et les administrations n'ont pas les mêmes politiques. Et quelquefois, elles s'opposent. Oui, l'élite policière, l'élite médiatique, l'élite politique et une partie de l'élite intellectuelle et économique, oui, est islamophobe, clairement. Pour des raisons économiques, c'est un prétexte, ou des raisons identitaires, c'est-à-dire on est le texte. Mais d'autres ne sont pas d'accord avec cette vision-là. Donc il ne faut pas s'enfermer. Lors de la loi sécurité, pas sécurité globale, la loi de séparatisme qu'ils ont changé en loi de renforcement des principes de la laïcité de la République et contre la loi. J'espère que je ne vais pas me faire arrêter par le Conseil d'État de bon. Mais il y avait à un moment donné une alliance des différentes religions, des différents responsables religieux qui ont discuté, qui ont dit on ne peut pas accepter ça. Malheureusement, dans cette alliance-là, il n'y avait pas les musulmans. Il n'y avait pas les musulmans dans cette alliance. Alors vous êtes les principaux concernés. Donc il ne faut pas penser que le pays entier, c'est pas vrai, mais est islamophobe, raciste et intolérant, c'est pas vrai. On le voit dans les mobilisations de solidarité, on le voit dans certains partis qui défendent à un moment donné le droit et l'état de droit. On le voit chez certains de nos amis chrétiens et juifs et autres religions. On le voit chez nos amis laïcs humanistes. Établir une alliance de la dignité. Penser les modalités de penser un projet de société inclusive. Cela se fait avec les autres et non pas dans l'isolement. La même chose au niveau international. L'islamophobie consiste aussi à briser les relations de la communauté musulmane et d'un individu musulman avec l'extérieur français. On a des alliés dans le monde entier qui se questionnent sur ce qui se passe. Prendre langue avec eux, discuter avec eux, voir leur expérience, c'est autant d'enrichissements qui sont autant d'apports pour notre pays. Voilà les pistes de réflexion que j'ai. Ça demande de rentrer dans plus de détails. Et il y a des points que je n'ai pas abordés plus directement. La question de la discrimination envers les femmes musulmanes, la question des violences policières,
la question de la criminalisation de l'immigration. Pour moi, tout cela, c'est lié. Mais vous avez les grandes lignes, et il s'agit de se rendre responsable et digne en soi, d'être contributeur symbolique, culturel, d'être contributeur économique, d'avoir un poids politique en conséquence, d'établir des alliances de la dignité et de penser à un véritable projet de société qui ne fait pas de distinction entre les êtres humains. Je dirais même qu'il ne fait pas de distinction entre tous les êtres vivants, car chaque créature créée par Dieu mérite d'exister. Et donc il faut un projet inclusif global, cosmique, dans une incarnation locale, nationale, qui fait œuvre de leadership pour montrer sur le plan civilisationnel qu'il est possible de vivre ensemble en tant qu'être humain, responsable de la gestion de notre planète, capable de nous enrichir mutuellement dans notre connaissance de nos cultures et de défendre des principes communs. Il y a assez de richesse dans ce monde pour tout le monde. Il n'y a que la cupidité de certains et la soumission des autres qui permet de telles injustices. Soyons libres, soyons forts, soyons contributeurs. Je vous remercie.